Très bien, mais écoutez, bonsoir et merci d'être à nouveau fidèle à ces conférences. Voici donc la 5e de la série sur l'Église et la modernité, toujours accueillie à la paroisse Saint-Georges de la Villette dans le 19e arrondissement de Paris. Alors cette conférence va évoquer une nouvelle figure méconnue, comme je l'ai intitulé dans le titre général des conférences, de la pensée catholique du XIXe siècle, en l'occurrence le penseur légitimiste Pierre-Sébastien Laurency. Alors, cette conférence elle a un caractère un peu particulier pour moi parce que Pierre-Sébastien Laurency n'est autre qu'un de mes aïeux, il se trouve que je suis un de ses descendants, et j'ai toujours le souvenir de son buste qui trônait dans une pièce de l'appartement de ma grand-mère. C'était un buste noir un peu sévère. Je me suis toujours demandé qui c'était, on ne m'a jamais très bien expliqué. Voilà, j'ai réparé bien plus tard cette ignorance, j'ai satisfait cette curiosité bien plus tard. Le mystère s'est éclairci pour moi. Laurency fut avant tout un monarchiste, un défenseur de la légitimité, c'est-à-dire bien sûr de la branche aînée des Bourbons. Il fut proche de Charles X, plus encore du comte de Chambord, lequel, entre autres choses, subventionna directement le journal dont Laurency était le directeur. À ce moment-là, ça s'appelait l'Union, j'y reviendrai brièvement. Laurency donc, fut journaliste avant tout, avec, bien sûr, par conséquent, un œil attentif à la question politique. Mais il fut bien plus que cela, un écrivain accompli, historien de la France et de l'Empire romain, critique littéraire, enfin critique littéraire c'est pas trop le mot, mais en tout cas quelqu'un qui avait le goût de la littérature et des belles lettres, et qui fut aussi moraliste. Il a écrit un ouvrage sur les historiens latins et sur le point de vue de la morale. Il fut attentif aux questions d'éducation, jusqu'à fonder lui-même une école, réouvrir en fait une école à Pont-le-Roi, dans le, je le redirai tout à l'heure, dans le Loir-et-Cher. Il a écrit même sur l'éducation, il a été l'un des premiers à vraiment batailler pour la liberté d'éducation, à une époque où ça n'était pas évident, parce que les lois qui dataient en fait de l'Empire de Napoléon n'avait pas été aboli en la matière, et un contrôle très, très grand de la part de l'État. Il a aussi été un philosophe, attentif à la question de la connaissance notamment, mais jusqu'à ébaucher au moins dans le plan d'une encyclopédie, une encyclopédie catholique, dont il y a notamment la préface, une théorie catholique des sciences. Voilà. Un écrivain politique, religieux aussi, enfin. Il s'est intéressé aussi à la question du rapport à la papauté. Et il est aussi, pour finir, l'auteur d'un seul roman, mais quand même, un roman. Bien, c'est ce qui fait l'unité de cette œuvre, voilà, qui est quand même assez importante, un nombre de volumes qui n'est pas négligeable. Ce qui en fait l'unité, c'est sans doute la dimension, la qualité de moraliste de Laurency, en entendant ce terme de moraliste dans un sens assez large, assez englobant. C'est quelqu'un qui est préoccupé, et par conséquent très attentif à la question des mœurs et de la dégradation des mœurs et à leurs conséquences politiques. Alors, on est bien entendu toujours dans le contexte du traumatisme post-révolutionnaire, de la montée en puissance de l'individualisme, et des conséquences que cela peut avoir sur la désunion interne à la société, sur les conflits internes à la société française, et ce qui peut en résulter sur le plan politique. Laurency perçoit de manière assez précoce, il commence à écrire, il n'a même pas 30 ans, hein, les dangers pour la société et au-delà pour la civilisation même. On est vraiment dans ce contexte qu'on a déjà eu l'occasion d'évoquer, où il y a une acuité de ces penseurs au danger que comporte l'individualisme et ces oppositions très fortes sur le plan des mœurs, des conceptions politiques qui travaillent la société,
ce danger, y compris donc, pour la civilisation. Donc, leur diagnostic va quand même très loin. Et Lorenzi fait partie de ces personnes qui sont sensibles à cette dimension-là. Politiquement, il est monarchiste, je l'ai dit, mais en même temps critique des institutions. Donc, si on peut caractériser là aussi sa pensée à la fois morale et politique, très clairement, Lorenzi est un anti-libéral. Il serait classé parmi les ultras et parmi les réactionnaires sans doute. Et très clairement, donc, en tout cas, il est anti-libéral. Par conséquent, il est bien entendu pour le pouvoir du roi de Louis XVIII d'abord et de Charles X ensuite. Il passera ensuite très clairement à l'opposition des Louis-Philippe jusqu'à la fin de sa vie. Voilà, il est pour le pouvoir de Louis XVIII et de Charles X, mais en étant quand même critique des institutions, dont il perçoit bien entendu les concessions qui sont faites au libéralisme et qui, pour lui, sont des concessions dangereuses. Alors, philosophiquement, enfin, Lorenzi se situe clairement dans la mouvance du traditionnalisme, qu'on a déjà eu l'occasion d'évoquer avec Lamennais notamment. Il a connu Bonald, qui a écrit dans les journaux qu'il a pu diriger, ou auxquels en tout cas il a collaboré. Il a connu Lamennais, qu'il a essayé de dissuader de rompre avec Rome. Il y a tout un assez long passage dans les souvenirs que j'évoquerai, publié par son petit-fils sur l'affaire Lamennais. En fait, c'est le plus long chapitre. Il a été impliqué d'assez près dans cette histoire. Voilà, il est influencé par rapport un peu à ses sources par Bossuet, qu'il cite beaucoup, par aussi les auteurs antiques, beaucoup Cicéron qui revient sous sa plume. Voilà, un peu pour donner quelques indications. Sa perception donc très aiguë du problème posé par ce que j'appellerais l'anthropologie moderne, pour le coup c'est moi qui parle, ça n'est pas lui, donc la conception individualiste de l'homme. Cette conception donc très aiguë se heurte à un manque quand même de critique philosophique. Donc cette inscription dans le traditionnalisme, on va le voir, montre aussi les limites de la pensée de Lorenzi. Et s'il a perçu beaucoup de choses, s'il a été très sensible aux conséquences, et de façon en général très juste, conséquences que pouvait entraîner la configuration sociale et politique de l'époque, par contre son diagnostic sur les causes m'apparaît assez clairement insuffisant. Voilà, donc la problématique par rapport à cette personnalité, la problématique d'une doctrina christiana, qui est un petit peu dans mon fil conducteur, donc apparaît ici donc très clairement. C'est bien quelque part le souci de Lorenzi, mais en même temps les limites inhérentes à sa philosophie ont empêché de développer, je crois, une doctrine qui soit vraiment conséquente. Alors je termine cette approche dans cette introduction en précisant qu'il s'agit pour moi d'une première approche. Comme je l'ai dit, il a quand même beaucoup écrit, je suis loin d'avoir tout lu, notamment l'œuvre historique. Je m'appuierai donc principalement sur deux ouvrages, parmi quand même des ouvrages majeurs. Hein. L'introduction à la philosophie, ou traité de l'origine et de la certitude des connaissances humaines, publié en 1826, et les écrits politiques, et notamment l'écrit de 1822, donc un écrit assez précoce, je n'ai pas précisé sa date de naissance, je vais y venir, un écrit donc, qui s'intitule « De la justice au XIXe siècle ». Alors, par rapport au déroulement de la conférence, je prends un plan qui est tout à fait classique, je vais évoquer quand même la biographie, parce qu'on ne peut pas ne pas le faire, il a été quand même mêlé de près à la question politique, et donc il faut en effet l'évoquer, puis il y a des éléments qui ne sont pas sans intérêt. J'enchaînerai sur la philosophie générale, donc tout ce qui a trait à la question de la connaissance, pour finir sur sa pensée politique. Alors, voilà, pour évoquer la biographie, des éléments de biographie de Lorenzi, je m'appuie principalement sur les souvenirs inédits publiés en 1892 par son petit-fils, qui à chaque fois donc, introduisent en fait des écrits de Lorenzi avec une présentation, une mise un peu en perspective.
qui retrace à peu près donc, son parcours. Alors, donc, Pierre-Sébastien Lorenzi, il est né dans le Gers, dans la commune du Houga, c'est une petite commune dans le Gers. Alors, ça ne s'invente pas, il est né le 21 janvier 1793, donc le jour de l'exécution de Louis XVI. En 1806, il entre au collège de Saint-Sévère dans les Landes. Donc il est relativement doué voilà, pour l'école, et donc il intègre le collège, et donc il fait ses études, et assez rapidement, il sera répétiteur pour les petites classes, dès 1810, au bout de 4 ans. Il est pris en charge dans ce collège par un abbé, donc il est l'abbé Jourdan. Donc, le collège était tenu par des religieux, par des prêtres. Bon, je passe assez rapidement sur les années d'études où voilà, il devient répétiteur progressivement pour les classes un peu plus grandes. Voilà, il monte progressivement un peu en grade, si on peut dire, tout en continuant à se former lui-même. En mars 1815, il s'était inscrit comme volontaire royal. Et du coup, il a été obligé de se cacher, puisque après ce sont les 100 jours, le retour de Napoléon, et donc il est inquiété par le pouvoir local, par le préfet, et donc il doit se cacher. Alors cet épisode, j'en parle parce que c'est un élément qui est en fait clé dans le déroulement de la vie de Lorenzi, ou plus exactement, ce qui est l'élément clé, c'est juste ce qui se situe juste avant. C'est-à-dire le moment de la fin du règne de Napoléon, ou plus exactement le moment où cette fin commence à se dessiner, et où pour la première fois, Lorenzi entend parler qu'il y a des descendants des rois, qu'il y a toujours un roi, et que par conséquent, une suite de la monarchie est possible. C'est lorsqu'il entend commence à circuler les bruits du retour du duc d'Angoulême, lorsque les Alliés vont débarquer. Le duc d'Angoulême débarque d'abord à Bordeaux, qui est la première ville qui se rallie aux Bourbons, et progressivement ils vont faire une reconquête par le sud-ouest, et ils vont passer dans le Gers. Mais avant même qu'ils y passent, voilà, Lorenzi a l'écho de ce mouvement, et que le duc d'Angoulême, qui sait, on n'en sait rien, mais sauf que c'est le fils du frère de Louis XVI, donc le comte d'Artois, et en plus, il est marié à la fille de Louis XVI. Donc là, il y avait un roman qui circulait à l'époque, qui avait beaucoup ému, j'imagine un roman assez larmoyant, un peu à la mode de l'époque, qui évoquait les années de souffrance de la fille de Louis XVI au Temple. Rappelons que c'est la seule à avoir survécu, à avoir été de la famille royale qui a été enfermée au Temple. Louis XVI, Marie-Antoinette en a été exécutée, la sœur, Madame Elisabeth également, et Louis XVII est censé être mort aussi dans la prison du Temple. Seule a réussi à survivre la fille de Louis XVI, la future duchesse d'Angoulême, qui se marie donc avec son cousin. Voilà. Et donc elle était connue par ce roman, et tout de suite donc ça évoque voilà, ces images-là, et en fait ça crée, je vais à l'essentiel, une sorte de conversion de Lorenzi à la monarchie. Il entend parler des rois et il devient royaliste, un peu comme Saint-Augustin se convertit au christianisme. C'est un petit peu du même fait, du même ordre. Pas du tout sur le même plan, mais c'est quasiment aussi brutal. Et il restera fidèle toute sa vie donc, à cette monarchie donc légitime, comme on dit, la légitimité, donc jusqu'en 1830 bien sûr, et après en passant dans l'opposition comme je le dis. Alors ensuite, en l'automne 1816, il monte à Paris, où il va être nommé professeur de rhétorique à l'institution d'un certain abbé Lyotard, institution qui n'est autre que le collège Stanislas, enfin ça deviendra le collège Stanislas par la suite. Donc voilà, il devient professeur de rhétorique. Et tout de suite, ou très vite en tout cas, il collabore à un premier journal, l'Ami de la religion et du roi. Et par là, il est introduit à un journal auquel il va collaborer pendant de nombreuses années, qui s'appelle La Quotidienne, dont il devient même actionnaire, copropriétaire dès 1818, donc assez rapidement, et qui est donc un des journaux monarchistes, un des principaux journaux monarchistes. Il devient répétiteur à Polytechnique. En 1823, il est nommé inspecteur général des études, au niveau de l'université. Et il commence à publier, dès 1819, de l'éloquence politique,
en 1822 des études littéraires et morales sur les historiens latins, que j'évoquais tout à l'heure, de la justice au XIXe siècle. Bon, je n'énumère pas tous les ouvrages, il y en a un nombre qui n'est pas négligeable. J'ai évoqué déjà l'introduction à la philosophie en 1826. Il continuera à écrire jusqu'en 1872, il mourra en 1876, je vais y revenir. Donc il va avoir une bonne cinquantaine d'années. Il y a un nombre d'ouvrages, je ne les ai pas comptés, mais c'est quand même assez important. Alors en 1824, il se passe quelque chose d'important, enfin plusieurs choses. 1824, c'est la mort de Louis XVIII, bien sûr, donc ça c'est un changement qui est bien sûr important. C'est, sans rapport direct du reste, mais le renvoi aussi de Chateaubriand de son poste de ministre. Et alors ceci c'est important puisque c'est le début de la désunion du Parti royaliste. Donc il va y avoir une sorte d'opposition un peu de l'intérieur dans le Parti royaliste, de la part notamment de Chateaubriand et de ceux qui l'entourent, qui restent légitimistes bien sûr, mais qui sont quand même assez largement opposés au ministère Villèle notamment, et au ministre de Charles X qui vont se succéder. Laurency, il est plutôt proche en effet de Charles X, mais il va lui-même se trouver en lutte avec le gouvernement Villèle, qui subit donc les attaques de la quotidienne, et qui du coup va s'efforcer de mettre la main sur le journal. Du coup il y a des disputes qui se font, des complications qui sont faites un peu donc, à Laurency, qui va se retirer un temps de la quotidienne pour ensuite y revenir. Bon, je passe sur les détails. Mais disons ça pour dire qu'il est dans une position qui en effet est parmi les ultras, donc a priori quand même très proche du Charles X, mais en même temps assez critique de la politique menée et des choix faits par Villèle d'abord, Martignac aussi ensuite. Bien, voilà. Sous le gouvernement Martignac, notamment, Laurency ne cesse de réclamer, enfin la quotidienne, donc c'est pas forcément que Laurency, mais sinon le journal dont il est un des principaux collaborateurs, ne cesse de réclamer donc un ministère décidé enfin à accepter le combat contre la Révolution. Donc là, on est dans 1828, à Martignac, je suis passé quelques années. La chute de Charles X n'est pas encore prévisible, mais enfin les esprits les plus avertis, Chateaubriand déjà le pressent, voilà, fait que bon, les choses ne sont pas stables et que le danger de renversement de la monarchie reste possible, à défaut peut-être d'être encore probable, mais en tout cas ça n'est pas du tout à écarter. En 1828, ce sont aussi les ordonnances contre les jésuites qui sont donc expulsés, je crois, enfin, je ne vais pas revenir précisément, mais en tout cas on leur retire au moins les écoles. Et c'est une attaque aussi contre les petits séminaires. Et donc c'est là où la quotidienne commence à réclamer la liberté de l'enseignement. Donc là on est encore sous Charles X. Et donc le ministère en fait ne veut pas en effet concéder une liberté scolaire qui sera un des chevaux de bataille des catholiques. Laurency en fait partie. Dans un bord très différent, ce sera un des chevaux de bataille, c'est plus connu, hein, de Montalembert. Monsieur Montalembert, qui est quand même le parti libéral parmi les catholiques, hein, mais qui aussi fera même une sorte de coup de force en ouvrant une école alors qu'il n'a pas le droit. Il se fera arrêter par les gendarmes, du coup il y a une esclandre, bon, je ne sais plus à quelle année c'est, mais c'est un peu plus tard. Hein. Donc c'est vraiment un cheval de bataille qui va être celui des catholiques, notamment au XIXe siècle. Mais Laurency le fait, et y compris sous Charles X, alors qu'a priori il est quand même plutôt proche du roi et il devrait en théorie être proche de ce gouvernement. Donc voilà, une position qui est un peu, en porte-à-faux c'est peut-être beaucoup dire, mais un petit peu quand même. Il adhère complètement à la monarchie, pas complètement à la charte, c'est le moins qu'on puisse dire, et du coup il est dans une position de soutien bien sûr, puisque toutes les attaques des libéraux, donc il faut aller contre. Les attaques des orléanistes qui sont déjà aux aguets pour récupérer la place. Donc il faut bien sûr aller contre ça, mais en même temps, il n'y a pas une adhésion complète, entière aux décisions prises et au gouvernement de Charles X. C'est dans ces années-là, suite à 1828, qu'il va racheter donc, le collège de Pont-le-Roi, donc, qui est dans le Loir-et-Cher, qui est dans une ancienne abbaye bénédictine qui date, je crois, du XIIe siècle. Ça existe toujours aujourd'hui,
a même rien entendu parler il y a quelques années. Là. Ça a été un changement, je crois, au niveau de la direction. Sauf erreur de ma part, aujourd'hui, c'est entre les mains de la communauté Saint-Martin. Enfin, en tout cas, ils sont les aumôniers, je crois, de ce collège. Donc ça reste un collège privé. Et Laurency donc, va acheter ça avec. Ils font ça à plusieurs. Ils sont 3, je crois, à racheter l'école, à la réouvrir. Elle a été fermée, donc il la rouvre. Et il va essayer d'appliquer un peu cette théorie en matière d'éducation. Et il va s'y consacrer beaucoup, tant et si bien qu'en fait, il est enterré là-bas. Ses restes sont enterrés près du collège. Je ne suis jusqu'à présent encore jamais allé, donc je ne connais pas le lieu. Mais il a été vraiment très attaché à ça jusqu'à la fin de sa vie. Pour terminer, en 1830, lors des Trois Glorieuses, Laurency est aux Tuileries, donc très proche de la famille royale. Il perçoit tout de suite la gravité des événements et bon, les événements chasse donc conduisent à l'exil, j'ai plus le terme, mais donc le fait que Charles X abdique, excusez-moi, je cherchais mon terme, l'abdication de Charles X, qui en droit monarchique est un acte nul, parce que le roi n'a pas le droit d'abdiquer, mais bon, il le fait quand même, donc c'est accepté en tout cas politiquement par le Parlement, bien sûr, et Charles X donc part en exil. Alors, Laurency ne partira pas en exil, il restera toujours à Paris et en France, mais bien sûr, donc, là il passe dans l'opposition, il continuera donc bien sûr à beaucoup écrire dans le journal, à publier, et il sera un proche, je l'ai dit, donc, du comte de Chambord. Alors, la quotidienne va se terminer, je crois que c'est en 1835. Il y a une transformation dans un autre journal. Et puis, bon, au final, ça se transformera dans un autre titre qui sera l'Union monarchique, qui deviendra ensuite l'Union tout court, qui sera donc l'un des principaux journaux monarchiques avec l'autre qui est plus connu, qui est celui de Veuillot, l'Univers. Donc l'Univers est plus célèbre, donc c'est resté un peu plus dans la mémoire. Mais l'Union a aussi donc été importante. Et Laurency finira par mourir en 1876. Il aura, oui, j'ai oublié un épisode, pardon, important, dernière chose, c'est que d'après les souvenirs édité par son petit-fils, il va être envoyé auprès du comte de Chambord en 1871. 1871, c'est le moment où le comte de Chambord a lancé son fameux manifeste du 5 juillet, là où il dit qu'il ne peut pas accepter les conditions qu'on met à son retour. C'est notamment là où il insiste beaucoup sur le drapeau blanc. Enfin, le drapeau blanc, c'est un symbole. D'ailleurs, ça, c'est le fait de ne pas vouloir être, comme il le dira 2 ans après, en 1873, le roi légitime de la Révolution. Donc, il y a une incompatibilité avec les principes révolutionnaires. Et ça, bien sûr, c'est un point fortement commun entre le comte de Chambord et Laurency. Bon, ça a rendu incompatible et impossible la restauration, puisque bon, les conditions qu'il posait n'ont pas été acceptées par les forces en présence, et donc, du coup, ça n'a pas pu se faire. Donc là, Laurency aurait été auprès du comte de Chambord lorsqu'il a rédigé ce manifeste, voire l'aurait aidé à le rédiger. Alors du coup, ça a donné aussi beaucoup de critiques par rapport à ça, puisque c'est quand même plutôt un manifeste un peu de l'échec. Enfin, en tout cas, ça a été interprété ainsi. Même si ce n'est pas vraiment ce que dit Laurency, suite à ça, il va quitter à nouveau la France, il n'y retournera plus. Mais dans le manifeste, il donne rendez-vous, il dit quand vous serez prêt, je serai là. Donc, bien sûr, ça ne se fera pas. Donc Laurency verra l'échec de la restauration dans les débuts des années 70. Par contre, il mourra avant la mort du comte de Chambord. Donc lui meurt en 1883, prématurément, il a une soixantaine d'années, il est né en 1820, donc il a 63 ans. On a soupçonné des tentatives d'empoisonnement, ça n'a jamais été prouvé, donc ça reste de l'ordre de suspicion, mais c'est rien n'est prouvé. En tout cas, il meurt prématurément. Laurency aura échappé à ça. Par contre, son fils, qui a pris la succession de l'Union, lui ne s'en remettra pas. Il mourra vraiment très prématurément, à une cinquantaine d'années à peine, quelques années après. Et du coup, le journal de l'Union va cesser de paraître. Il ne restera plus que le journal de Veuillot, qui est repris par son cousin, parce que le mort, son cousin prend la suite.
et puis qui s'arrêtera, je crois, au début du XXe siècle, je crois, après toute l'histoire du ralliement, et les grands changements qui interviennent dans les années 90, suite à la fin, en tout cas, du mouvement majeur de la légitimité. Bon, après, ça repart au XXe siècle, mais c'est une autre histoire. Voilà, un petit peu donc, pour situer quelqu'un qui est vraiment impliqué dans cette histoire politique et d'un parti bien précis et très proche. Alors, par rapport à sa philosophie générale, l'ouvrage essentiel sur lequel je me fonde, c'est l'introduction à la philosophie de 1826. Le problème de départ est un problème très général. C'est le problème de la connaissance de la vérité, avec un contexte qui est bien sûr celui de l'époque, c'est-à-dire le contexte d'une très grande dispersion, on va dire, dans les conceptions de la connaissance, de la philosophie, du savoir, et avec un héritage, disons, de la philosophie, de ce que Lorenzi va appeler la philosophie, qui est vraiment l'héritage du XVIIIe siècle, et d'une philosophie qui est très clairement pour Lorenzi l'expression de l'orgueil de la raison. C'est une philosophie, pour lui en tout cas, la conception qui est dominante de cette philosophie, c'est l'idée qui en fait remonte au moins à Descartes, d'arriver à tout démontrer par soi-même, à tout connaître par ses seules forces, de manière indépendante. Et donc ça, c'est thématique, là aussi, qu'on trouve chez Pascal, déjà, de l'orgueil de la raison, d'une raison orgueilleuse, qui entend se suffire à elle-même, et par conséquent se soustraire à toute autorité extérieure, bien entendu au premier chef, autorité religieuse, et plus généralement donc toute autorité. Par conséquent, le propos de Lorenzi, propos en fait premier, en tout cas dans cette introduction à la philosophie, c'est en fait de faire une critique de la philosophie telle qu'il entend cette philosophie qui incarne cette raison orgueilleuse. La thèse essentielle, au-delà de ça, ce qui va opposer à cette philosophie orgueilleuse, la thèse essentielle, c'est que l'homme ne sait vraiment que par tradition. Donc là, on va se retrouver dans la perspective du traditionnalisme. Donc l'homme est impuissant à découvrir et à connaître des vérités par lui-même, de manière indépendante, par un pur raisonnement personnel. Et donc tout ce qu'il sait, il le sait par mode de tradition, parce qu'il a été éduqué, enseigné, parce que les vérités qu'il va parvenir à connaître et à posséder, elles lui préexistent dans la société. En découle aussitôt cette thèse une deuxième, sur laquelle je vais bien sûr m'arrêter beaucoup sur la première, j'irai plus vite sur la deuxième, mais elle est bien sûr importante. C'est que donc si l'homme ne sait que par tradition, cela implique qu'il ne peut apprendre qu'auprès d'une intelligence qui est déjà formée, intelligence, je dirais un aristotélicien en acte, et pour éviter toute régression à l'infini, c'est-à-dire c'est trouver un premier terme, eh bien ça va supposer, à la suite de ce que disait déjà Bonald, d'affirmer qu'au commencement de la connaissance, il y a une révélation. Et donc on retombe sur cette conception qui fait reposer les connaissances rationnelles, naturelles, sur la croyance, et très clairement Lorenzi emploie le terme de foi. Par conséquent, la vraie philosophie, celle qui va s'efforcer de défendre, elle est inséparable de la religion, elle est inséparable de la foi, elle est fondée sur la religion. Donc le traditionnalisme inclut ainsi une sorte de fidéisme. Mais, j'y reviendrai sur ceci, ce fidéisme, il reste quand même très abstrait, très général, c'est-à-dire il n'y a pas de distinction qui soit faite véritable entre la foi comme croyance, disons, naturelle, et puis la foi théologale, comme vertu théologale. Donc là,
je reviendrai plutôt en conclusion, il y a clairement un manque, non seulement sur le plan de la philosophie, mais peut-être encore plus sur le plan de la théologie. Là, on est dans un contexte qui est assez surprenant, en fait, je crois pour nous. Bon, on n'est pas forcément tous des théologiens accomplis, mais enfin, on sait quand même, voilà, connaissant la tradition théologique, bon, elle est quand même bien maîtrise aujourd'hui. Si on veut s'y intéresser, on a tous les documents qu'il faut. Bon, à l'époque, manifestement, il y a quand même une pauvreté par rapport à ça, dont on a, j'ai l'impression, je ne suis pas historien, voilà, qu'il faudrait creuser un peu plus, mais j'ai l'impression qu'on n'a vraiment pas idée de la pauvreté qu'il y avait dans ces domaines-là. Et vraiment, bon, du fait que sans doute la théologie était vraiment en plus restreinte au clair, et du coup, c'était quasiment inconnu, on a l'impression, en tout cas, très peu en tout cas, de la part des laïcs, bien que Laurency quand même cite des pères de l'Église, donc il en connaît quand même quelques-uns, pas forcément en très grand nombre, mais quand même. Bon, il semble qu'il y ait quand même une déficience très nette en matière théologique, et en plus aussi en matière philosophique. Alors, première thèse, donc il faut développer un petit peu, bien sûr, l'homme ne sait que par tradition. Les vérités dont va s'occuper Laurency, il le dit très clairement dès le départ, il revient à plusieurs reprises, il insiste sur les vérités morales. Par là, il faut entendre tout ce qui est nécessaire à l'homme pour vivre, pour bien vivre. Donc il ne s'agit pas des vérités d'expérience, et par conséquent, il ne s'agit pas des vérités liées aux découvertes scientifiques. Bon. Pourquoi? Parce que, enfin, un argument simple permet de le comprendre, c'est que les vérités scientifiques, en tout cas liées aux sciences modernes, on peut en dater l'origine, de manière quand même précise. La découverte de la loi de gravitation, voilà, c'est Newton, 1686, publication de son ouvrage Les principes mathématiques de la philosophie naturelle. Donc là, on a une nouveauté absolue, voilà, la loi de la gravitation, avant, on ne la connaissait pas. Donc là, on a un point de départ absolu. Or, la thèse de Laurency, c'est que précisément, il n'y a pas de commencement historique datable des vérités morales. Et que quelque part, lorsque on a un auteur qui pour nous serait le plus ancien, enfin, dans lequel on va trouver exprimé un certain nombre de vérités, bon, pour nous, c'est la source la plus ancienne parce qu'on n'en a pas d'autres, mais en fait cet auteur ne fait que reprendre des vérités qui avaient déjà cours à son époque, dont il se fait l'écho, dont il se fait le traducteur dans son écrit, mais qu'il n'a pas découvertes par lui-même. Donc ça concerne voilà, l'ensemble des vérités morales. Donc, voilà, la thèse, c'est clairement que l'homme ne découvre par lui-même aucune vérité, que cette vérité ne se trouve auparavant connue et manifestée dans la société par le témoignage des autres. Bien, autrement dit, l'a priori, on va dire, c'est-à-dire le présupposé qui est nécessaire à tout travail de connaissance, ça concerne bien sûr le point de départ, ce qui est donné à l'origine. Bon, ça, c'est un vieux problème qu'on connaît depuis au moins Platon, sinon avant. C'est-à-dire que pour connaître quelque chose de nouveau, il faut le rattacher à du déjà connu. Sinon, on ne peut pas arriver à progresser. Donc il y a forcément toujours du déjà connu. Alors par rapport à ça, il y a deux grandes thèses dans l'histoire de la philosophie, deux thèses majeures. C'est bien entendu la thèse de la connaissance innée, celle de Platon. Nous avons déjà en nous la connaissance des choses, celle que reprendra Descartes. Nous avons en nous des idées innées, créées en nous par Dieu. Ça, c'est donc une des grandes thèses. La deuxième, celle qu'on peut rattacher à Aristote, c'est l'opposition Platon-Aristote classique, c'est bien entendu que l'origine de ces connaissances, c'est dans la perception. La perception et l'expérience plus largement, mais l'expérience trouve son origine dans la perception sensible, et à partir de là, il y a certaines informations qui sont données sur les choses, et à partir de ces informations, l'intelligence serait capable d'abstraire et de dégager des concepts et d'arriver à comprendre les choses. Alors la thèse de Laurency, bon, qui est très clairement celle de Bonald, qu'il reprend à Bonald, il ne cite pas en fait Bonald en plus, mais bon, la filiation est quand même très, très facile à établir, c'est qu'en fait il récuse et l'une et l'autre, donc il n'y a pas d'idée a priori. Alors là, l'idée a priori et les idées a priori à l'époque de Laurency, tout de suite c'est Descartes. Donc c'est typiquement en effet celui qui va chercher la vérité en lui-même, et uniquement en lui-même, confère la conclusion de la première partie du discours de la méthode.
l'enseignement à l'école est rejeté, l'enseignement de l'expérience, les voyages à travers le monde, c'est rejeté, et je vais chercher la vérité en moi, parce que j'ai en moi les semences de vérité. Donc ça, c'est précisément la raison orgueilleuse, celle qui prétend se suffire à elle-même, avoir à elle-même la connaissance, bien sûr, du point de vue de Laurentie. Bien, et ensuite, il va récuser la deuxième thèse, donc la thèse de l'empirisme, qu'il interprète là aussi par rapport à l'empirisme moderne. L'empirisme moderne, c'est, disons, la veine qui commence au moins à partir de John Locke, hein, l'empirisme anglo-saxon, et qui conduit assez clairement à la philosophie des Lumières, et en fait, c'est une sorte de frère ennemi du rationalisme cartésien, mais a quand même une certaine proximité, et ça, pour beaucoup, Laurentie le voit bien, et conduit, en fait, pour lui, très clairement, à enfermer la connaissance dans la sensibilité, dans l'expérience. Par conséquent, ça conduit dans l'athéisme, pour le dire de façon un peu résumée. En fait, c'est à peu près ça. Et donc, les deux voies sont des impasses, et par conséquent, il faut en trouver une troisième. La troisième, c'est la thèse que les vérités préexistent dans la société. Alors, plus exactement, voilà, l'argumentation de Laurentie procède en deux temps. Dans un premier temps, il s'efforce de montrer que, voilà, il est impossible d'établir une origine aux croyances. Plus on remonte dans les sociétés, et autant qu'on peut remonter, à travers les témoignages qu'on peut avoir, on va toujours trouver, affirmer un certain nombre de vérités essentielles à l'homme. Parmi ces vérités, l'unité de Dieu, la nécessité d'un culte public rendu à la divinité, à Dieu, la croyance en l'immortalité de l'âme et en une autre vie, avec la conséquence d'une rétribution dans cette autre vie, et bien pas de l'existence que nous avons menée et des bonnes ou mauvaises actions que nous avons pu faire en cette vie. Mais également aussi l'intervention de la providence. Et Laurentie va assez loin, parce qu'il va même y voir la chute de l'homme. Bon, ça, on avait déjà chez la menée, hein, cette idée voilà, que la conception, qui est bien sûr biblique, d'une chute originelle, et l'attente d'un réparateur. Laurentie s'efforce de trouver ça dans les traditions religieuses de différents peuples. Alors, il s'appuie bien sûr sur la connaissance des premiers Romains qu'il a des auteurs antiques. Hein. Il est un latiniste et un helléniste chevronné, donc là il y a une connaissance directe, et assez bonne manifestement, quand même assez complète, en tout cas des historiens, voilà, des moralistes antiques. J'ai un peu moins l'impression quand même les philosophes, ils les ont un peu moins pratiqués, on dirait. Enfin, ça ressort de façon moins évidente. En fait, il a quand même une connaissance de littérature, latine aussi. Et puis pour le reste, il s'appuie sur les travaux des historiens, des civilisations, des religions. Ça commence à pas mal fleurir à cette époque, déjà de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, sur voilà, tous les travaux de doxographie, sur les Chinois, l'Inde, mais aussi les Amérindiens, voire les Africains. Bon, et voilà, il s'efforce, à travers de ce qu'il peut lire, de montrer que ces croyances-là ont toujours existé. Alors ça ne veut pas dire qu'elles sont des vérités, donc c'est le premier terme d'argumentation, c'est que ces croyances ont toujours existé. Bien, en gros, il applique ici le type de raisonnement qu'on pouvait avoir chez certains pères de l'Église par rapport à l'unité de Dieu. Voilà, disons que voilà, c'était en effet, c'était quand même, bon, parce que les pères de l'Église, ils voyaient souvent une influence de la Bible, que Platon avait déjà lu la Bible, même s'il ne la parle pas, et qu'en fait il aurait été influencé par la révélation au sens, disons, chrétien du terme. Là, c'est un petit peu plus vague ici, mais c'est un petit peu le même type de raisonnement. Il y a une sorte de révélation originelle dont on trouve des traces en fait dans tous les peuples, plus ou moins édulcorées, plus ou moins travesties, plus ou moins trahies par les mœurs diverses et par les croyances qui se sont surajoutées. Bien. Alors, dans un deuxième temps du raisonnement, il s'efforce de montrer que tout ce qu'il y a d'universel dans cette tradition humaine est vrai. Et alors ceci à partir d'une définition de la vérité qu'il reprend directement à Bossuet, mais qui est en fait celle de Saint-Augustin, qui est platonicienne d'esprit. Hein. La vérité, c'est ce qui est. C'est ce qui est interprété, c'est l'interprétation qu'en fait Laurentie, mais pour le coup, il ne trahit pas. Alors Bossuet, je ne suis pas allé voir, je vous dirai le passage chez Bossuet, précisément, mais par contre, bon, chez Saint-Augustin et chez Platon, l'idée, ce qui est, c'est ce qui est permanent, ce qui ne change pas. Donc
Ça, c'est vraiment une des grandes thèses de Platon. Hein. Être, c'est rester identique à soi. C'est demeurer dans l'identité à soi. Par conséquent, demeurer toujours le même. Donc, c'est très clairement l'interprétation que fait Laurency. Hein. La vérité, c'est ce qui est, c'est-à-dire ce qui ne change pas. Par conséquent, ce qui va se retrouver toujours, partout, en tous les peuples. Bref, ce qui est universel. Par voie de conséquence, si la vérité c'est ça, eh bien, l'erreur, c'est bien entendu ce qui va s'écarter de la norme commune. Donc, ce qui va s'écarter des traditions. Et donc, les traditions communes, eh bien, sont en effet la marque de la vérité. Puisque ces traditions communes, elles sont, en tant que communes, précisément, ce qui ne varie pas, ce qui va demeurer identique, et qui serait donc conforme à la vérité. Or, s'il est difficile à l'homme individuel de juger directement qu'une chose est vraie ou non, par contre, il peut en effet constater, s'il s'informe, s'il observe les traditions, il peut constater qu'un jugement se retrouve de manière permanente à travers le temps, à travers les peuples, et par conséquent, il peut juger très clairement de ce signe de la vérité qu'est la permanence, donc de la tradition. Et par conséquent, en déduire que c'est précisément la vérité. Bien, donc la vérité, elle est par conséquent extérieure à l'homme individuel, et elle est contenue dans la société, sous la forme précisément des traditions. La philosophie, par rapport à ça, elle a un rôle, la philosophie correctement entendue, elle a un rôle qui est très restreint. Elle ne peut pas découvrir ces vérités, puisque les vérités préexistent toujours. Elle ne peut même pas les rendre certaines. Pour Laurency, étant donné ce caractère universel des vérités, elles sont directement, on pourrait dire, certaines. Tout ce qu'elle peut faire, c'est les démontrer, c'est-à-dire voilà, les établir de manière plus claire, plus manifeste, plus directement compréhensible. Voilà, elle peut, autrement dit, fortifier la croyance, l'asseoir, la rendre plus certaine. Bien, tout ceci, bien sûr, sur un fond de méfiance par rapport à la philosophie que j'ai déjà évoqué, et que Laurency, donc, bien sûr, met en rapport avec cette philosophie individualiste moderne. Précisément, du coup, il faut rabattre les prétentions de la philosophie, et rabattre les prétentions de la philosophie, c'est rabattre les prétentions de la raison, et là, on a un raisonnement qui est un peu un écho, et pour le coup, c'est bien sûr un auteur que connaît bien Laurency, hein, un écho du raisonnement chez Pascal, cette raison qui doit en effet se soumettre à la foi, parce que par elle-même, elle est incapable de trouver une vérité, disons, absolue. Bon. Bien, alors cette conception de la philosophie, Laurency la reporte sur l'ensemble de l'histoire de la philosophie, et en fait, c'est un peu ironique, bien sûr, enfin, il y a un côté un peu paradoxal, c'est qu'il aborde l'histoire de la philosophie dans une manière, un style très XVIIIe siècle, en fait, comme une sorte de catalogue d'erreurs, presque, pas entièrement, puisque la philosophie se fait quand même, en tout cas à certains philosophes, l'écho des vérités traditionnelles, mais au milieu de beaucoup d'erreurs, et c'est en fait une sorte de doxographie qu'on trouve, enfin, dans un style qu'on trouve déjà au XVIIIe siècle. Je pense par exemple à l'histoire des fables de Fontenelle, qui est une sorte de parodie, un petit peu, de parodie critique, bien sûr, et de déconstruction, on dirait de nos jours, de l'histoire universelle de Bossuet, qui montre la crédulité à travers le temps. Du coup, on prend beaucoup les énoncés des philosophes ou autres comme des opinions. Enfin, c'est un petit peu le point de vue que prend aussi dans Laurency. Bien. Alors, au-delà, en effet, de cette philosophie, au-delà de ce qu'elle peut apporter, si elle joue le rôle qui doit être le sien, eh bien sûr, il faut un point de départ à la connaissance, et ce point de départ, puisque l'homme individuel ne peut pas trouver les vérités par lui-même, et il faut bien qu'il les découvre, qu'elles soient déjà dites, et bien sûr, on ne peut pas remonter à l'infini, et il faut donc une révélation originelle. Alors, dans cet écrit, Laurency ne s'étend pas beaucoup dessus, mais voilà, donc il affirme très clairement qu'au départ,
des connaissances et des vérités, il y a une forme donc, de religion, de foi. Bon, il parle bien sûr de révélation, mais sans du tout faire donc, la distinction entre une révélation de type, disons, surnaturel et cette révélation naturelle. Voilà, c'est bien sûr là le problème qu'on a déjà rencontré avec la monnaie, d'une confusion entre ce qui est de l'ordre de la connaissance naturelle et ce qui est de l'ordre de la connaissance de foi, donc qui est bien sûr théologale et par conséquent surnaturelle. Bon, là, la distinction n'est absolument pas conduite à avancer une monnaie, hein, et on ramène tout à une sorte de révélation bon, relativement vague, de fait, dans cet écrit en tout cas. Ce point de vue en plus, je commence ici, j'ai affermi un petit peu donc, la partie critique, il faut que j'avance, j'ai encore la partie politique. Ça n'échappe pas non plus à une certaine pétition de principe, car bien entendu les traditions ne véhiculent pas sans doute que des vérités. Bon, toute chose traditionnelle n'est pas forcément morale, comme on dirait de nos jours. Bon, parmi les traditions, Laurentien discute notamment le polythéisme, par exemple. Donc, justement, il s'efforce de démontrer que ça n'est pas une tradition. Là, je peux passer sur le raisonnement, parce qu'en fait, c'est complètement divers. Donc, en fait, c'est l'ordre de l'opinion diverse. Il n'y a pas de continuité dans le polythéisme, il n'y a pas de tradition polythéiste qui soit unifiée. Bon, mais il n'empêche qu'il y a une certaine pétition de principe, puisque si on se table uniquement sous contrôle à travers l'histoire, bon, eh bien, il y aurait bien sûr des choses diverses, d'une part, et puis surtout, on ne peut pas ramener ces traditions, ces vérités, à un ensemble de jugements particuliers, c'est-à-dire un jugement collectif, puisque les hommes individuellement, en tant qu'individus, ils ne peuvent pas être source de la vérité. Donc les traditions ne peuvent pas être une sorte de résidu de jugement collectif qui serait fait par un individu, puis un autre, puis un autre. Et donc Laurentie est obligé de distinguer ce qu'il appelle le jugement des hommes, donc chaque homme en particulier, il distingue ça des jugements humains qui seraient universels. Et pour finir par avouer que, en fait, quel que soit le nombre effectif d'individus qui aura conduit ou repris un tel jugement, ce qui est vrai est par nature universel. Dans ce cas-là, comment le savoir? Si c'est un jugement qui, par hypothèse, serait tenu que par un petit nombre de personnes, il serait universel en tant même qu'il est vrai, c'est-à-dire qu'il se rattache à une véritable tradition, mais dans ce cas-là, comment faire la distinction entre ça et puis des jugements qui auraient été repris, mais qui auraient été en fait des erreurs, bien sûr des erreurs qui ont été reconduites. On en trouverait facilement. L'exemple le plus simple en histoire des sciences, le géocentrisme, bon, il a eu une postérité quand même très grande. On ne pourra pas affirmer, monsieur, que c'est une vérité scientifique. Bon, Laurentien ne discute pas ce genre d'exemple, hein, mais bon, on pourrait en trouver sans doute d'autres. Or voilà, il dit très clairement qu'une seule voix qui proclame la vérité suffit pour consacrer son universalité. Dans ce cas-là, c'est plus traditionnel, c'est une seule voix. Donc là, on a bien sûr un peu un problème, une certaine confusion. Bon, alors si je conclue sur ceci, le problème de ce traditionnalisme, c'est qu'en fait, on reste sur une conception, je vais dire, nominaliste de l'homme, nominaliste, c'est-à-dire aussi bien individualiste. Le jugement personnel de l'individu est en tant que tel strictement privé, et donc n'a de portée que strictement individuelle. Bien entendu, ça s'oppose à la vérité, qui par définition est commune et doit rassembler les hommes. D'autant plus qu'on a une définition de la vérité qui est plutôt platonicienne, donc qui est en fait la même pour tous. Donc ce qui est en fait identique, ce qui est commun, identique. Donc c'est une définition qui est univoque de la vérité. Bien entendu, ça rentre en conflit. D'où le fait que la conclusion, c'est qu'il y a une sorte de vérité qui est présente dans la société, mais en fait, il n'y a pas de philosophie de la société, et il ne précise pas davantage. Et on a parfois l'impression que la société, c'est une sorte d'entité sociologique, comme on aura après chez Auguste Comte ou chez la sociologie, qui est une sorte d'unité en soi, une sorte presque de substance, comme on dirait en philosophie, la société, dont les individus ne seraient que des parties,
Bon, alors Laurency ne dit absolument pas ça, mais on a parfois l'impression que ça se rapproche de ça, sans qu'il soit bien sûr du tout précisé qu'est-ce qu'il faut entendre par cette société. Comme s'il y avait une sorte de jugement qui ne serait pas collectif, mais qui serait d'ordre social, en fait. Comme s'il y avait une sorte de pensée sociale. Bon, Laurency ne s'exprime absolument pas ainsi, mais ça serait potentiellement une traduction de sa pensée. Une sorte de... Ça rattache à des discussions qu'il y a eu au Moyen-Âge, le fameux monopsychisme au Moyen-Âge, bon, une sorte d'esprit commun, ça c'est dans les traditions avéroïstes, je ne peux pas développer. Bon, la sociologie, parfois, à la suite de Hegel, s'est un peu rapprochée de ça. Alors là, on n'est pas du tout chez Hegel, c'est différent, mais bon, on est quand même un peu embêté. C'est quoi ces vérités qui sont dans la société et qui ne sont pas, en tant que telles, chez les individus, qui ne peuvent que les reprendre, en fait, et qui ne peuvent, au bout du compte, en fait, que s'y soumettre. Bon, au bout du compte, c'est ça. Le problème, ça va bien sûr avoir des conséquences politiques immédiates, c'est l'esprit d'indépendance. C'est l'esprit de frondeur que Laurency voit chez Luther. Voilà, à partir de Luther, bon, c'est assez classique, hein, à partir de la réforme protestante et du détachement par rapport à l'Église. Typiquement, là, c'est l'esprit de frondeur, l'esprit d'indépendance, celui qui veut se détacher de la tradition pour affirmer des choses par lui-même. Bon. Et en fait, la solution à ça, c'est de se soumettre aux vérités communes. Il y a clairement le terme de soumission, il revient très souvent, il faut soumettre la raison, il faut que la raison se soumette. Parce qu'en fait, par elle-même, elle est passive. On a une conception qui est très passive de la raison. Bon. Et on manque complètement ici, en fait, d'une réflexion sur le dynamisme de la connaissance. Comme si, en fait, la connaissance était déjà donnée intégralement à l'origine, ce qui, en fait, sous-tend tout traditionnalisme. Qu'au départ, voilà, on a l'ensemble et que le temps qui passe ne peut en fait au mieux que conserver, maintenir en l'état, dégrader souvent parce que l'homme est pécheur, etc., donc il va s'en écarter, mais ne peut pas en fait augmenter ces vérités, ne peut pas approfondir même. On a une conception très passive de la raison. Ça c'est bien sûr la grande faiblesse, l'une des grandes faiblesses de cette pensée-là, de la pensée traditionnelle. Ça a des conséquences en politique, directement. Un petit peu débordé, j'espère que la caméra va tenir. Il faut que j'essaie de faire tenir quand même dans à peu près l'heure, malgré tout. Les conséquences en politique, elles sont assez directes. Dans l'écrit de la justice au XIXe siècle, de 1822, Laurency s'attaque à un problème qui est nouveau à l'époque, qui est celui du jury. Bon, le jury, c'est le fait de confier les jugements en matière criminelle, que ce soit les crimes privés ou les crimes publics, à un ensemble de jurés. Nous connaissons ça encore de nos jours. À l'époque, c'était nouveau. Donc du coup, on délaisse en fait le juge d'une partie de ses prérogatives, et confie à des personnes de la société civile qui sont nommées, élues. Alors Laurency examine ceci, ça a bien sûr beaucoup fait discuter à l'époque, et lui considère que c'est une mauvaise chose, parce que ça dégrade la justice, ça enlève au juge l'une de ses prérogatives, ça confie le jugement à des personnes qui a priori ne sont pas compétentes, en tout cas peuvent ne pas l'être, ne sont pas en tout cas particulièrement compétentes, puisqu'on les choisit un peu au hasard par désignation. Qui peuvent éventuellement être soumis à des pressions diverses et variées, voire parfois potentiellement à des menaces, bon très bien, et du coup on confie la justice à quelque chose qui est assez fragile. Ceci par un souci de démocratie, puisque la justification du jury, c'était qu'il fallait que les personnes, les criminels, soient jugés par leur père, par un principe d'égalité. Bon, c'est, je crois, toujours la justification qu'on doit avoir de nos jours. J'avoue que je ne suis pas allé voir, mais je pense que ça doit toujours être ça. Cette idée d'être jugé par ses égaux, en fait, donc un principe d'égalité. Et le jury était censé être, en matière de justice, le représentant de la société, comme les députés étaient les représentants sur le plan législatif et politique. Bon. Alors, Laurency s'oppose à ça. En donnant quelques arguments, je passe, c'est pas en soi essentiel. Mais derrière cela, il y a bien entendu une thèse politique. Et la thèse politique, directement politique, c'est que le jury d'une concession faite par la monarchie de la charte au principe de la souveraineté populaire. Et le principe de la souveraineté populaire, ça c'est bien entendu l'un des points auxquels va s'opposer très clairement Laurency. Le principe de la souveraineté populaire, donc ça c'est lié aux théories du contrat en politique, donc ça remonte, disons, au XVIIe siècle. C'est plus précisément
la réponse que va faire la tradition libérale à partir de Locke à la pensée de Hobbes. Bon, très résumé, c'est l'idée que le pouvoir émane du peuple, le peuple le confie donc à une institution, donc il se déleste de ses droits, de ses pouvoirs, mais en conservant en fait le pouvoir de droit. Donc il en délègue en fait l'exercice, ça c'est ce que va dire Locke. Donc il conserve son pouvoir, mais il accepte d'en déléguer l'exercice à des députés, des représentants, un pouvoir politique. Mais il conserve fondamentalement ce pouvoir en lui-même. Et donc, il demeure en effet souverain. Bien sûr, la théorie de la souveraineté, c'est la capacité de juger ultimement en matière politique, quant aux décisions à prendre, sans qu'il y ait de supérieur à qui on doit rendre des comptes. Bien, le principe donc, de la souveraineté populaire, c'est par conséquent donc, aussi le fait de maintenir le principe de liberté. C'est le principe des droits de l'homme, ça préfigure ça. L'idée que nous avons des droits qui sont inaliénables et que par conséquent le pouvoir il est là pour garantir ces droits, garantir qu'ils soient respectés et il doit bien entendu les respecter lui-même. Très bien. Alors la conséquence de ça, et ça Laurency le perçoit très bien, c'est que dans ce système-là, il ne peut plus y avoir de justice. Il ne peut plus y avoir de justice puisqu'il n'y a plus de véritable communauté. Et il n'y a plus de véritable communauté puisqu'on fonde la société en effet sur les individus. Et sur des individus qui sont dans la logique de défendre leurs intérêts individuels. Et alors ça, il a tout à fait raison. Sur ce plan-là, il perçoit très juste ça. Dans la conception politique, en effet, alors que la conception des anciens met la justice au centre, que la question de la justice, c'est ce autour de quoi tourne toute l'organisation politique. Et du coup, encore au Moyen-Âge, le premier office du roi, c'est de rendre la justice. Première prérogative du roi, c'est la justice. Et ça y est aussi dans la Bible, c'est justice, épée, et les deux vont ensemble. Et à partir du XVIe siècle, la première prérogative du roi, ça va de faire la loi. Et progressivement, on va avoir un pouvoir qui est davantage législatif, donc qui va pouvoir réorganiser la société, d'une part, et puis qui est là au service de la société et de ses membres. Qui par conséquent doit... voilà, il n'y aura plus, donc la justice ne va plus être au centre dans la conception politique moderne, elle est remplacée par le principe de liberté. Parce que justement, ce qui est à la base, c'est la liberté considérée comme naturelle des individus, qu'ils acceptent donc de limiter pour cohabiter les uns avec les autres, en sortant du fameux état de nature des philosophes, mais à laquelle ils ne renoncent pas, et que par conséquent, le pouvoir doit garantir. Et si chacun cherche sa liberté de son côté, on est exactement, Laurency a ici un boulevard, on est exactement sur l'esprit d'indépendance, chacun qui veut penser par lui-même. Et donc il y a bien sûr une cohérence sur ce plan-là, il a tout à fait raison, entre la conception philosophique et donc générale des modernes et bien entendu les traductions politiques. Mais alors, la solution bien entendu qu'il va y apporter, c'est que il faut justement, en fait, le principe du politique, c'est que il faut asseoir en fait la vraie liberté sur la justice. Donc là, il revient à une conception qui est en effet antique, en s'appuyant notamment, par exemple, sur les libertés des Romains, voilà, le statut du citoyen romain, qui était l'homme libre, mais l'homme libre tel que le définissaient les institutions romaines, et qui voilà, était libre au sein de la société et en vertu des prérogatives que lui donnait la société, et en vertu d'une certaine justice. Ça, il a tout à fait raison. Concrètement, les libertés des anciens étaient en effet inséparables d'une dimension publique et politique. Et c'est précisément ce avec quoi a rompu la conception moderne en pensant une liberté naturelle anté-politique. Le politique venant ensuite. Par conséquent, pour Laurency, là aussi, il perçoit ça très bien, c'est qu'en fait, cette conception donc, est antisociale et inévitablement se traduira en fait par l'idée que, comme il y a en fait un relent d'anarchie dans cette conception-là, inévitablement ça conduira à un pouvoir fort qui va devoir, bien, pour le dire familièrement, serrer la vis pour faire tenir tout ça ensemble, parce qu'il y a forcément une force centrifuge, une force anarchique dans cette société moderne. Alors pour lui, la solution serait de retrouver une conception de la justice, en effet, de la liberté consacrée par une forme de justice, mais dans le contexte moderne, ça va supposer en effet une soumission, là encore, de la
de l'individu à l'ordre social, d'une soumission au pouvoir de l'État. Pour Lorenzi, il n'y a pas de problème, parce qu'il s'insurge contre la conception libérale qui est méfiante par définition par rapport à l'État, avec cette idée justement que l'État doit garantir les libertés, mais qu'il y a toujours le risque qu'il empiète parce qu'il est tout puissant et qu'il rogne sur les libertés. Exactement la problématique, et encore la nôtre, entre les libertés fondamentales et puis la sécurité que doit garantir l'État. Bon, le point d'équilibre, il est toujours instable. S'il y a trop de pouvoir conféré à l'État, eh bien attention, on empiète sur les libertés fondamentales. Si on met trop de liberté, eh bien du coup chacun fait ce qu'il veut et c'est à nouveau l'anarchie qui va régner. Bon, et on est pris dans cette dialectique. Ça, Lorenzi l'a très bien vu, il le récuse, mais une chose qu'il n'a pas vue, je crois, c'est que la solution qu'il préconise, ça ne peut pas fonctionner dans le contexte moderne, puisqu'on est dans la conception d'un État qui lui-même est fondé sur la souveraineté au sens moderne, c'est-à-dire sur une conception d'un pouvoir en fait tout puissant, et d'un pouvoir qui n'est plus finalisé par le bien commun. En fait, ce que Lorenzi n'a pas vu, ce qu'il n'a pas, très clairement, c'est le défaut majeur de sa philosophie, il n'a plus du tout l'idée du principe de finalité, du principe de bien commun, qui est inséparable de la notion donc, de nature humaine, de nature commune. Et il part sur une anthropologie qui n'explicite pas, manifestement, il l'accepte, il ne la critique pas, qui est l'anthropologie individualiste moderne, qui par conséquent, en effet, consacre le principe de division. Il va contre ceci, mais en fait, quelque part, on pourrait dire, il plaque sur ça une conception antique, en la mettant dans le contexte de l'État moderne, mais d'un État moderne qui lui-même est pensé indépendamment de toute notion de finalité, indépendamment de ce critère du juste et de l'injuste qu'on trouve chez un Platon, chez un Aristote. Bon, c'est différent chez l'un et chez l'autre, mais on le trouverait, et on le trouverait aussi chez les stoïciens, chez Cicéron, le principe du bien commun, qui est la finalité naturelle du pouvoir. On va dire un pouvoir qui, en fait, est naturellement régulé, qui a en lui-même un principe d'autorégulation, on pourrait dire. Et si bien sûr il s'en écarte, ce qui est toujours possible, on verse bien entendu dans la tyrannie. Dans la conception moderne, en fait, la tyrannie est très difficile à penser, puisque l'État est conçu comme en fait tout puissant. Il est le souverain, c'est-à-dire il est investi d'un pouvoir qui est un pouvoir ultime, supérieur, auquel il n'y a aucun pouvoir supérieur qui vienne s'y opposer. Et en fait, ça fait de l'État, la conception moderne, le maître du bien et du mal. Donc, très clairement, pour reprendre les déclarations de Nordon de 89, les libertés individuelles, eh bien, elles sont là où ça s'arrête, c'est défini par la loi, et la loi, qui c'est qui l'a fait, c'est le pouvoir. Donc le pouvoir va définir les limites des libertés. Très clairement, on peut traduire ça, il définit ce qui est considéré comme possible de faire, ce qui n'est pas possible de faire. Bref, il définit le bien et le mal. Donc, il est maître absolu, puisqu'en fait, il n'y a plus de droit naturel, au sens des anciens, il n'y a plus de notion de bien commun, il n'y a plus de finalité naturelle avec l'exercice du pouvoir. Du coup, pour en revenir à Lorenzi, et terminer, ça donne bien sûr un relent à son, si je puis dire, le terme n'est pas très, très beau, disons, une connotation à sa conception un peu autoritariste, justement. Il y a une forme d'autoritarisme qui se dégage, puisque toujours il faut arriver en fait, à soumettre cette raison qui est conçue comme rebelle et qui aura toujours tendance à s'échapper et à vouloir se rendre toujours indépendante. Et donc il faut, quelque part, là, faire rentrer dans la logique de la justice, mais en fait, vraiment, il faut qu'elle s'y soumette. Et donc très clairement, alors même, je pense que ce n'est pas du tout l'intention de la personne, et très clairement, c'est sûr, je l'ai dit au passage, contre les dérives vraiment autoritaires possibles du pouvoir, qu'il entrevoit très bien par rapport à la démocratie, bon, ce que dira Tocqueville quelques années après, pas longtemps après, puisque la publication de la démocratie en Amérique, c'est 1832, donc c'est 6 ans après. Bon, Lorenzi l'a quand même assez bien vu, il ne le développe pas forcément, beaucoup moins que Tocqueville, bien sûr, hein, mais l'idée qu'il peut y avoir vraiment une dérive très autoritaire du pouvoir, et ça, il est tout à fait contre. Mais en même temps, la manière dont il présente les choses, les termes qu'il utilise, et le fait qu'il plaque une conception antique sur une anthropologie moderne qui ne lui correspond pas, et sur un pouvoir étatique qui ne correspond pas non plus à la conception antique du pouvoir, il y a quelque chose là qui coince, qui ne marche pas, et qui donne en effet à cette pensée une sorte de couleur un peu autoritariste, et bien entendu la caricature qui pourra être faite sera bien sûr celle-ci. Bon, on a toujours la caricature d'un Charles X qui est autoritaire.
tout à fait le contraire en fait, et que c'est quelqu'un qui était profondément bon, qui voulait profondément le bien de son peuple, mais on l'a toujours caricaturé en une sorte on n'employait pas le terme de dictateur, mais enfin c'était de tyran ou autre. C'est toujours l'image qu'ont eu ces penseurs-là, et il peut y avoir des formules, il peut y avoir des tournures qui prêtent en fait à ça et qui peuvent être interprétées dans ce sens-là. Ça parce que la critique en effet philosophique a été faite donc non pas tellement de l'existant et des conséquences, mais vraiment des causes. Elle n'a pas justement été faite jusqu'au bout, elle est demeurée insuffisante. En fait, il y a vraiment très clairement un défaut de philosophie, de métaphysique, ce qui est assez étonnant, parce que Laurency même, à l'occasion ici de Saint Thomas, bon, apparemment plutôt de seconde main quand même. Donc il a quand même quelques connaissances. Mais manifestement, ils ne se sont pas imprégnés, cette génération-là, de la tradition vraiment, la grande tradition catholique et la grande tradition chrétienne. Et ils restent sur des conceptions, sur un héritage philosophique et des conceptions qui viennent du XVIIIe siècle et qui en fait montrent très rapidement leurs limites et quelque part vraiment leur pauvreté. Du coup, ça aussi, ça montre bien, bon, on le sait par ailleurs quand on s'y intéresse, mais ça montre bien quand même la très grande pauvreté en fait, de la pensée philosophique du XVIIIe siècle, donc, qui est quand même très limitée sur un plan vraiment philosophique. C'est quand même une pensée qui est vraiment très pauvre en fait. Quand on compare aux Grecs ou aux grands métaphysiciens, même encore, et aux médiévaux, n'en parlons pas, on ne joue pas dans la même catégorie quelque part. Et malheureusement, ces penseurs-là, catholiques, ils n'ont pas su se ressourcer à cette époque-là, vraiment auprès des grands penseurs de la tradition chrétienne. Même Saint-Augustin, il n'apparaît pas. C'est quand même assez étonnant. Il est cité, bon, pas évoqué, parce que bon, on l'aurait connu forcément, mais manifestement, il n'est pas une source d'inspiration. Il n'est pas un auteur qui a été lu de façon approfondie, qui a été médité, qui a été intériorisé. Bon, c'est pas du tout, ça n'apparaît pas. Et ça, c'est quand même assez étonnant. Et du coup, voilà, ça signe quelque part un échec, cette pensée-là. C'est une pensée qui, je pense, généreuse, qui a vraiment eu des intuitions très justes, mais voilà, donc, qui n'a pas réussi à surmonter le défi immense qui était celui de la modernité. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci.